au siège au niveau de l'Assemblée consulaire, qu'on puisse réserver le tiers des sièges, donc 33%, aux petites et moyennes entreprises et les 2 tiers à ceux qui ont un chiffre d'affaires annuel de plus de 500 millions. Et nous avons aussi considéré que le nombre de sièges est un peu pléthorique comparé à d'autres pays et comparé aussi à notre tissu. Donc, désormais, c'est 69 sièges qu'on aura à l'Assemblée consulaire. Donc, 46, je pense, 46 pour les élections au niveau national et au niveau des régions. La finalité, faire une nette démarcation entre les élections nationales et celles régionales à la Chambre consulaire. Nous sommes en train de refonder la Chambre. Parce qu'en temps, il y a l'esprit consulaire qui a un peu disparu. Si on n'a pas de services, c'est que les gens ne rentrent pas, ils sont pour rendre les services. La vocation première de la Chambre, c'est d'aider les opérateurs économiques. L'administration provisoire de la CCIB voudrait donc consulter les usagers de l'institution sur ces différentes réformes afin de mettre en place une chambre consulaire capable d'apporter de la valeur ajoutée et de jouer pleinement ses rôles de facilitation, de conseil de défenseur des intérêts des opérateurs économiques béninois, mais aussi étrangers, pour ne citer que ses fonctions. À Porto Novo, les responsables du Conseil national du dialogue social ont présenté les tests de l'organisation aux différents patrons de structures sous tutelle des ministères. La rencontre a eu lieu il y a quelques jours à la préfecture de Porto Novo. Guillaume Avieno, Pressangbo. C'est en pleine conférence administrative départementale que les responsables du CNDS, le Conseil national du dialogue social, ont présenté les tests régissant l'organisation et le fonctionnement du dit conseil. Le conseil est appelé à se décentraliser, il doit avoir le démembrement de notre structure, tout ça. Et il faut préparer les gens, il faut que les gens sachent ce que ça recouvre, la mission du conseil, sa composition, ses objectifs, et ainsi de suite. Donc nous sommes venus rencontrer la cadre, la conférence administrative départementale, pour leur expliquer un peu ce que nous faisons, ce que nous avons fait jusque-là. Ça fait 2 ans que nous existons, nous avons fait du chemin, bon, donc nous avons parcouru tout ça. Ils nous ont fait part également de leurs préoccupations après notre exposé et des réponses leur ont été apportées et je pense que c'est un peu ce que je peux dire. Le Conseil national du dialogue social est chargé de la mise en œuvre de la Charte nationale du dialogue social. L'organisation sert d'interface entre les travailleurs tant du public que du privé et l'État. Le Conseil annonce déjà être à pied d'œuvre pour une rentrée scolaire apaisée. Aujourd'hui, nous sommes en contact avec les ministères chargés de l'enseignement pour savoir un peu ce qui se passe, ce qui se fait. Et si nous avons des conseils à leur donner, on le fait. Les syndicats également, on ne les oublie pas. On est avec eux d'ailleurs. Ils sont partie intégrante de la charte. Ils sont au Conseil national du dialogue social. Et puis bon, nous travaillons déjà par rapport à la rentrée prochaine. La séance de vulgarisation des tests du CNDS en cours à Porto Novo pour le compte des départements de Lomé et du Plateau se déroule au même moment dans d'autres régions du pays. Je vous le disais dans les titres, le processus d'indemnisation des experts privés du chantier de construction de la cité administrative et des logements sociaux de Ouedo suit son cours. Le répertoire des affectés et les plans ont été affichés à la mairie d'Abomey-Calavi et à l'arrondissement de Toba. Koudous Abdoulaye nous en dit plus. Regard concentré, en face un plan de construction et un répertoire. Les 2 affiches renseignent sur le projet de construction des logements sociaux à Ouedo et la construction d'une cité administrative à Hosoubeta. La mairie de Calavi et l'arrondissement de Toba, point d'affichage de ces listes, enregistrent le passage des personnes affectées par ces 2 projets. Ils viennent à compte-gouttes. Et s'il y a des problèmes, nous soulevons leur dit de faire recours à la commission. Mais pour l'heure, le problème posé par ces affectés est relatif au pécune. Ils nous demandent souvent à combien ils seront dédommagés. Donc nous, ne sommes pas là pour les donner le coût. Même si on connaissait le prix, on ne peut pas le dire comme ça. En attendant, les affiches sont posées
pour un délai de 30 jours. À compter du premier jour d'affichage, il y a un mois. Donc les affichages vont durer un mois. Les affichages pour les logements sociaux de Wedo vont durer jusqu'au 7 août. Et également pour la cité administrative, ça va durer également un mois. C'est pour ça que nous invitons les populations à sortir massivement. Et nous avons constaté aussi que les cahiers de doléances sont là à disposition. Et ceux qui se déplacent déjà remplissent ces cahiers. Nous invitons également les autres à pouvoir sortir pour pouvoir remplir les cahiers donc, de doléances. Parce que c'est à partir des problèmes qui auraient été répertoriés que la commission donc, va pouvoir se pencher pour voir comment prendre en compte les observations, les suggestions, les difficultés et pouvoir régler les problèmes éventuels pour que le processus a son terme. Un processus qui, à terme, change le visage de la commune de Calavi par la construction de ces logements sociaux et cette cité administrative. Les travaux de réaménagement du boulevard de la Marina se poursuivent également. Le directeur des infrastructures a effectué une descente pour s'assurer de la bonne exécution de ce chantier. Jacques Ayadji se dit confiant de la qualité des travaux. On retrouve Koudous Abdoulaye pour le compte rendu. L'entreprise a la tâche et le boulevard de la Marina reprend forme. Rien n'échappe au directeur des infrastructures à cette étape. La qualité des travaux tient à cœur à Jacques Ayadji. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est la plante d'essai. Vous n'avez pas besoin d'être un technicien, vous avez quand même trouvé le mot essai. On veut voir comment nous allons faire, mettre en œuvre cet enrobé dans les meilleures conditions de qualité possible. L'entreprise en est consciente. Elle en tient grand compte dans l'exécution des travaux. On est en train de faire ce qu'on appelle une planche d'essai. C'est-à-dire qu'à toute nouvelle tâche qu'on fait, on fait d'abord une planche d'essai justement pour bien régler tous les paramètres. Donc là, aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle la couche de forme qui est imprégnée sablé. Et là, maintenant, on commence la première couche d'enrobé. Confiant, Jacques Ayadji n'hésite pas à rassurer le chef de l'État quant à l'aboutissement heureux de ce chantier. J'ai pris le risque hier de dire au chef de l'État que tous les signaux sont verts au niveau du chantier du boulevard de la Marina. Et je ne l'ai pas dit au hasard, je l'ai dit en suivant un peu comment l'entreprise, comment la mission de contrôle s'organise sur le terrain pour mener à bien ce chantier qui tient à cœur au chef de l'État, qui veut et qui s'organise pour que les manifestations du 1er août 2020 se déroulent sur ce boulevard-là. Le boulevard de la Marina s'étend sur 5,7 km. Il vibre pour l'heure au bruit des engins de l'entreprise Colas. Rendons-nous à présent à Parakou. Les travaux de bitumage et de pavage des rues dans la commune entrant dans le cadre du projet asphaltage sont déjà à plus de 75% de réalisation. La réception provisoire est prévue pour le début du mois d'août 2019. C'est le constat fait sur place par Nestor Sella et Olviga Messon. Nous-mêmes, on ne croyait pas. On a attendu Alphata, mais on dit qu'est-ce que cela veut nous faire encore? Mais on a vu que c'est un bon travail. Ils ne sont plus les Saint-Thomas. Leur rêve est devenu une réalité, donc un pari gagné pour le gouvernement de la rupture. Le projet asphaltage l'O7A de Parakou, lancé en octobre 2018, est perceptible dans les quartiers de dépôt de Transat et de Guéma. Nous sommes actuellement à 76% d'exécution dans le mois de juillet actuellement. Et je crois d'ici début août, nous allons achever complètement les travaux. Donc, le lot 7A ici comporte exactement 8 rues. En ce qui concerne aujourd'hui les travaux de pavage, nous sommes pratiquement à la fin. Et il reste à peine une centaine de mètres à poser les pavés et les pavés décoratifs également à poser. Donc, en ce qui concerne le bitume, et aujourd'hui, on a déjà fini le sol ciment, on a déjà fini la pose des différentes bordures et on a fini également une partie du gravillonnage. Je crois d'ici peu, nous allons achever le gravillonnage et commencer par le béton bitumineux.
L'entreprise Sino Hydro, en charge des travaux dans la cité de Koburu, travaille au quotidien pour livrer une infrastructure de qualité. La société Sino Hydro se garantit le droit de dire que cette rue, si elles sont toutes finies, on peut l'utiliser pendant au moins une durée de 40 ans, sans problème. Ayaratou Boniyaya, agent de trésor à la retraite, vit dans ce quartier de dépôt depuis 1911. 48 ans après, leur quartier se métamorphose grâce à la vision éclairée du président Patrice Talon. Nous avons constaté un grand changement parce qu'on est très content de voir notre route s'élargir comme une place présidentielle. C'est déjà, alhamdoulilah, nous remercions Dieu. Le travail que vous faites ici, là, ça m'améliore de tout dans le quartier. Et c'est dans mon quartier que vous êtes en train de travailler. Plus loin à Transar, le bitumage et les pavés déjà posés. L'aboutissement de ce chantier est une volonté du gouvernement de la rupture à travers son programme d'action de doter les villes du Bénin d'infrastructures routières de qualité, ce qui réjouit plus d'un. Moi, dans mon quartier, j'ai constaté qu'ils ont mis goudron dans les vents. Si on marche maintenant, il n'y a plus de poussière. Et c'est joli à voir. On a vu que la ville est en train de changer. Et surtout notre quartier Transat, surtout la voie là. Depuis que je suis dans le quartier, je n'ai jamais vu même les machines passer. Et avec le gouvernement, vraiment l'Alfatage a pris notre quartier vraiment. Le Transat est en train de changer. Vous-même vous constatez déjà que la ville, le quartier a déjà changé de visage. Vraiment, on remercie beaucoup le gouvernement. Le gouvernement du président Patrice Talon, à travers le projet Aspartage, veut améliorer les conditions de circulation et d'accès des ménages aux équipements socio-communautaires, la rénovation des principales zones d'habitat et d'activité, ainsi que la réduction de la pollution de l'air. Le projet est actuellement à sa première phase, qui comporte 9 km pour Parakou. Le Bénin révélé est une réalité à Parakou. D'ici peu, le visage de la ville de Parakou va changer avec les travaux connexes prévus dans ce projet. Parakou, troisième ville à statut particulier du Bénin, est déjà dans les couleurs du projet Aspartage. Aux abords de toutes ces rues, il a été prévu un certain nombre de latrines pour les riverains, également des poubelles pour garder la saleté, des bancs publics également, et pour garantir le repos, ne serait-ce que pour quelques heures pour les riverains. C'est de très belles rues sur lesquelles nous allons circuler. Il faut entretenir les latrines, il faut mettre un peu de sécurité pour ceux-là qui viennent se reposer autour de ces rues. Les équipes manœuvrent à longueur de journée dans les 8 rues concernées par cette première phase du projet Aspartage dans la ville de Parakou. Et le défi du gouvernement, c'est 0 cm de terre non revêtue d'ici 2021 dans toutes les grandes villes du Bénin. Venons-en à ce camp scientifique organisé par l'École supérieure de métiers des énergies renouvelables. Cette rencontre scientifique initie les enfants de 8 à 13 ans aux différentes sortes d'énergies renouvelables pour une meilleure gestion de l'environnement. Le camp scientifique dure 14 jours et a eu lieu du 8 au 19 juillet. Le ministre Dona Jean-Claude Oussou est le parrain du camp. Plus de détails dans cet élément signé Blaise Adankbo et Françoise Nissou. Impossible de résister au génie de ces enfants. Dona Jean-Claude Oussou découvre les œuvres réalisées par ces garçons et filles. Le parrain ne cache pas sa fierté. Je suis très ému de ce que j'ai vu aujourd'hui. Cette émotion a été, je dirais, à son paroxysme quand j'ai vu avec la ferveur, le professionnalisme et aussi, je dirais, l'engouement avec lequel vous m'aviez présenté les différents stands. Cela vous honore. Avant cette exposition, ces futurs ingénieurs sur les énergies renouvelables ont transité par le camp scientifique de l'École supérieure des métiers des énergies renouvelables, ESMER. Et elles ont pu acquérir des techniques de base pour l'installation d'un système solaire photovoltaïque. Et pour revenir au camp scientifique de cette année, qui a mobilisé une 50aine de participants à peu près, venus d'horizons divers, il a démarré depuis le lundi 8 juillet. 2 semaines de formation pour que ces enfants sortent aguerris. Certains en mesurent la portée. On a compris
à travers ce camp qu'il y a deux types d'énergie, les énergies renouvelables et les énergies non renouvelables. Les énergies renouvelables sont adaptées à la Terre, puisqu'elles sont naturelles et peuvent être exploitées sans détruire la Terre ou la polluer. Ici, pendant les 10 jours de camp, nous avons réalisé une éolienne, un four solaire, une plaque chauffante solaire. Satisfaits, les parents, eux, les y battent à joie. Une très bonne initiative et nous souhaitons vivement qu'elle soit renouvelée les années à venir. Et cela me rassure que l'avenir de notre pays en matière énergétique, et particulièrement des énergies renouvelables, est en train d'être assuré. Le camp scientifique de l'Esmer Academy, une initiative à dupliquer dans d'autres localités du Bénin. Le parrain donnant Jean-Claude Oussou promet d'ailleurs d'appuyer davantage les prochaines éditions par un trophée aux meilleurs enfants concepteurs. Les alternatives éducatives peuvent contribuer au développement du système éducatif. Cependant, il faut davantage les structurer tenant compte du travail que déploient les partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre de cette approche. C'est dans ce cadre que s'est tenu récemment à Abomey un atelier diagnostic. Bertin Adimi, Giscard Akbovi. Comme eux, bien d'autres enfants de leur âge auraient bien voulu aller à l'école. Hélas, pour une raison ou une autre, ils n'y vont pas. Et pour leur offrir une seconde chance, des partenaires techniques et financiers développent à leur profit des alternatives éducatives. D'un partenaire à un autre ou d'une zone d'intervention à une autre, ces offres varient, ce qui pose parfois un problème de coordination. L'atelier d'Abomey intervient donc pour jeter les bases de l'harmonisation des interventions. Qui dit diagnostic dit requête d'informations. Qui dit diagnostic dit état des lieux. Nous invitons les acteurs qui expérimentent les alternatives éducatives, les responsables au niveau des départements qui s'occupent de l'éducation, les élus locaux, donc tous ceux-là qui peuvent vraiment nous fournir des renseignements par rapport aux forces, aux faiblesses, et aux opportunités, aux menaces et autres difficultés qu'ils rencontrent dans le cadre donc, du développement de ces alternatives. Les alternatives éducatives contribuent pour beaucoup à l'amélioration du système éducatif. La tenue d'un atelier diagnostic sur l'approche est donc salutaire. Dans toutes les communes du Zou, par exemple, il y a ce problème-là qui se pose. La commune de Ouenki, par exemple, vous savez que c'est une commune rurale. Vous prenez, n'est-ce pas, la commune de Didja, c'est une commune rurale. Et ce problème-là, cette situation se pose, n'est-ce pas, avec acuité. Donc, c'est une opportunité afin que nous puissions trouver les voies et moyens pour la mise en œuvre efficace, n'est-ce pas, de cette initiative. Que le gouvernement veuille avoir un œil dans la façon dont l'initiative se mène, cela réjouit à plus d'un titre. C'est heureux pour nous que maintenant l'État s'est concentré davantage avec ce gouvernement qui est en place pour penser une stratégie et organiser le sous-secteur éducation alternative. Ça veut dire que là maintenant, nous sommes davantage renforcés, nous sommes davantage rassurés. L'atelier diagnostic d'Abomey n'est donc pas un atelier comme les autres. C'est pourquoi le préfet du Zou exhorte les participants à se surpasser aux besoins dans les propositions à faire. Une phase sensible et très déterminante pour la réussite du reste du processus et pour la qualité du document attendu. Mesdames et messieurs, au regard de votre nombre, mais surtout de vos qualités, je sais savoir compter sur vous, chacun de vous d'ailleurs, pour que de cette assise sorte une riche et abondante moisson qui servira aux techniciens à élaborer pour notre système éducatif une robuste, riche, ambitieuse, mais réaliste stratégie nationale de renforcement des alternatives éducatives. Après Abomey, d'autres régions de la partie méridionale de notre pays accueilleront le même atelier. Ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre attention et pour votre fidélité renouvelée au programme de la télévision nationale.